Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à l'Érythrée. Pas grand monde ne le croyait, mais c'est désormais une réalité. L'Éthiopie et l'Érythrée ont scellé la paix. Ça s'est passé ce lundi 9 juillet et elles ont signé, un document commun. Et ce document stipule que la guerre est définitivement terminée entre les deux pays, comme le montre ce sujet de la rédaction signée Fanny Monouchi. 20 ans que le dialogue était rompu entre les deux pays. L'Érythrée et l'Éthiopie ont franchi ce lundi 9 juillet un premier pas vers la paix. À l'issue d'un sommet historique, le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé une déclaration mettant fin à l'état de guerre. Avec la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la Corne de l'Afrique sera une région de paix et de développement. Nos peuples qui vivent éparpillés en tant que réfugiés reviendront avec dignité. Ce dégel des relations diplomatiques entre les deux pays, l'arrivée au pouvoir en avril d'Abiy Ahmed en a été l'élément déclencheur. Le Premier ministre évoquant dès le mois de juin son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée. Il y a très peu de doutes sur le fait que le Premier ministre soit l'instigateur de cette reconnexion diplomatique jusqu'à la démission du Premier ministre sortant, Haïlé Mariam Desalegn. Il n'était pas question, même au sein de la coalition politique au pouvoir en Éthiopie, il n'était toujours pas question d'une reconnexion des relations diplomatiques. Tout au contraire, il était davantage question d'une militarisation aux frontières, notamment d'une crispation de ces relations avec la prise de la ville de Badmé. L'Érythrée et l'Éthiopie sont entrés en guerre en 1998 en raison de désaccords sur la frontière. En 2002, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye avait attribué Badmé à l'Érythrée, mais Addis Abeba avait jusqu'alors ignoré ce jugement. Nous l'avons dit, 30 ans de guerre d'indépendance, puis 20 ans de guerre interétatique. Et ce lundi 9 juillet, la paix définitive entre l'Érythrée et l'Éthiopie. L'initiateur s'appelle Abiy Ahmed, le jeune Premier ministre éthiopien. Comment avez-vous accueilli l'annonce de la fin de la guerre, la fin définitive de la guerre entre votre pays, l'Érythrée, et l'Éthiopie? Très rapidement, M. Abraham. Oui, c'est une bonne nouvelle pour théoriquement et on espère qu'ils pratiquent. Mais je doute une chose. Première, Isaias, il dit on ne parle pas avec les Tigrés. Les Tigrés, c'est les frontières. Toutes les Tigrés, c'est les frontières d'Érythrée. Mais on vous parler avec l'Éthiopie, mais pas avec les Tigrés. Vous pensez déjà que là, les problèmes naissent déjà encore? Là, ils ont dit ça. Et s'ils disent ça, ils divisent pour l'Éthiopie et pour nous aussi, il ne faut pas faire la paix. Alors, rappelons que toute la région frontalière entre votre pays, l'Éthiopie, et l'Érythrée est dans une situation un peu complexe. Il y a des Érythréens qui sont aujourd'hui en territoire éthiopien et des Éthiopiens qui sont aujourd'hui en territoire érythréen. Exactement. Alors, le Premier ministre l'a dit, je respecterai intégralement l'accord d'Alger, l'accord de 2000 qui régit justement la paix entre les deux États, mais il va plus loin, je respecterai les travaux, du moins les conclusions de la Commission internationale qui a statué sur le tracé des frontières en 2002, bien entendu, entre vos deux pays. On va s'imaginer quoi? Que le Premier ministre aille effectivement jusqu'à céder Badmé à l'Érythrée et que de nouvelles frontières soient tracées, en tout cas celles tracées par la Commission internationale, soient respectées. C'est possible? C'est pas possible, ça ne résout pas le problème. S'ils veulent résoudre le problème, il faut qu'ils fassent avec le peuple qui vit dans les frontières. Les Érythréens sont en territoire éthiopien, les Éthiopiens sont en territoire érythréen
il faut parler. Ce que vous dites, M. Abraham, est très intéressant. Ce n'est pas exclusivement une question politique. C'est une question sociologique et sociale. Ouais. Il faut que les concernés acceptent ce que décident au sommet, les politiques. Vous pensez que ça va être possible, effectivement? Moi, ça fait plus de 30 ans que j'étais dans l'opposition, dans la contestation à diverses manifestations, etc. C'est la première fois que je suis sur un plateau de télé pour encourager les initiatives qui ont été prises. Bon, pour revenir sur cette action de traité de paix avec l'Érythrée, Abiy Ahmed, qu'est-ce qu'il a fait? En 3 mois, il a fait des changements, disons, qu'on ne peut pas imaginer dans nos politiques. Il a si rapidement qui bouleversait le paysage politique. Il a fait quoi à propos d'Admé Chiré, de ces traités d'Alger? Ce n'est pas lui qui a signé, c'est Meles qui a signé. Oui. Meles Zenawi, oui. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a dit? J'applique tous les accords, signés par mes prédécesseurs. Meles, c'était qui? C'était la coalition TPLF qui régit la région de Tigré. Donc, ils ont à s'apprendre à lui-même, enfin à leur chef, qui défend maintenant. Maintenant, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Je respecte la loi internationale, le traité international, les accords qui ont été signés avant mes prédécesseurs. Bon, maintenant, pour revenir sur l'essentiel de ces traités de paix, moi, avec Abraham, on a connu cette guerre depuis près de 50 ans. Aucun, je dis bien aucun, ni Éthiopien ni Érythréen, dans son entourage, s'il y a une personne qui n'a pas perdu un membre de sa famille... Tout le monde a perdu au moins un membre de sa famille dans cette guerre. Notre économie, elle était pratiquement à 60-70% pour l'armée, pour la guerre. Entre deux frères, je dis bien entre deux frères, on a la même religion, la même langue sémitique, la même famille, on se battait pour rien. Alors qu'on aurait pu avancer dans d'autres chemins, on aurait pu arriver. Maintenant, on a, avec ces premiers ministres qui nous a donné l'espoir, cette accolade, moi, ça m'a mis dans l'émotion, parce que je ne m'attendais pas qu'il aille si rapidement. C'est pourquoi le diaspora ou tous les opposants, on a applaudi de cet événement. C'est pourquoi moi-même, enfin, avec des autres personnes, on organise une manifestation là, le 21 juillet à Trocadéro. Bah, si vous êtes des Africains qui veulent suivre l'exemple de l'Éthiopie, comme ça on peut faire des transitions sans verser la moindre sang, on peut être amis avec ses voisins, et puis on peut envisager un meilleur avenir pour nos enfants. Ensemble, évidemment. C'est une leçon à prendre. Vivre ensemble. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, on ne peut que souhaiter que cette volonté politique, ce volontarisme politique au sommet se matérialise, se concrétise sur le terrain. Mais on voit que l'enjeu dépasse les deux pays. Il y a des acteurs étrangers, même lointains, qui sont en jeu. Il y a eu un grand... Il y a eu un grand jeu géopolitique. La Chine qui débarque en Éthiopie, qui est devenue l'usine du monde. Donc la Chine qui débarque, les États-Unis qui se sentent économiquement menacés. Ils ont dû utiliser l'Éthiopie en lui demandant de faire la paix. Parce que une fois qu'ils ont fait la paix, on ira jusqu'à dire ça, effectivement. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du zinc, il y a des lots et des infrastructures. On ira jusqu'à dire ça, même s'il faut saluer le geste du Premier ministre éthiopien. On va dire quoi? C'est Donald Trump qui lui a dit, écoute, il faut faire la paix avec ton voisin. On se souvient, en avril dernier, Donald Yamamoto, il est le sous-secrétaire général adjoint, sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Il s'est rendu à Asmara et a rencontré, en avril seulement, et peu après, et a rencontré le président Isaias Afwerki. Peu après, le Premier ministre éthiopien annonce sa volonté de faire la paix avec l'Érythrée. Peu importe de qui l'initiative vient, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Ah oui, mais tout le monde est gagnant, surtout la région de la Corne de l'Afrique, qui a un potentiel énorme, mais qui n'est pas utilisé. Ce qui est déplorable dans cette affaire, il n'y a que les Soudans du Sud qui s'enfoncent. D'abord, les Soudans ne devraient pas se diviser. John Garang ne le voulait pas. On reste d'abord entre l'Érythrée. Oui, mais c'est la petite tache noire. Oui, dites-nous, monsieur Abraham. Il est tracé, mais il n'est pas démarqué. La frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Même s'il est jugé, il est tracé, mais ils n'ont pas démarqué. Il faut participer les peuples qui vivent dans les frontières. Sinon, ils ne résoudront jamais.
Mais alors la solution, ça serait... Avant, moi-même, dans la frontière, on avait des conflits avec les guérillas de Tigray et puis mais ce que vous dites, c'est très, très intéressant et ça risque de donner des sueurs froides aux acteurs politiques. C'est-à-dire, comment dit-on aux Érythréens qui sont en territoire éthiopien, mais alors, pas seulement, puisqu'il n'y a pas de ligne de démarcation véritablement, comment leur dire un jour, vous n'êtes plus éthiopien, vous êtes érythréen, et comment dire aux Érythréens, vous n'êtes plus érythréen, vous êtes éthiopien, alors même qu'il n'y a pas de tracé matériel de frontières. Mais ça, on va laisser ça aux spécialistes. C'est le plus important. À l'avenir, oui. À l'avenir. Le plus important aujourd'hui, c'est de constater que cette paix qui vient d'être signée avec l'Éthiopie offre de réelles chances à l'Érythrée de se développer grâce notamment à ces ports qui sont d'une grande importance, le port de Massawa et d'Assab, qui sont. Mais vous avez aussi à gagner puisque vous allez réduire votre dépendance vis-à-vis de Djibouti et utiliser les ports les plus proches, les ports d'Érythrée. Et finir un chemin de fer qui était déjà en cours jusqu'à vers les ports. Et tout le monde sera gagnant. On peut même s'étonner de ce que vous avez perdu tant de temps. Moi, ce qui me chagrine, c'est que je travaille comme interprète au centre de réfugiés politiques. Quand je vois autant de jeunes morts dans le désert libyen, en Méditerranée, etc., alors que les deux pays, ils avaient énormément de potentiel économique. Ils auraient pu développer. Les jeunes, ils n'auraient jamais dû quitter le pays. Isaias, s'il a fait peur ses enfants, ses jeunes, en le menant à Sawa ou dans le service militaire, etc., parce qu'il n'était pas en confiance avec l'ancien régime éthiopien. Le poids essentiel, ça part de là. Maintenant, cette accolade en quelques semaines, on peut dire. On n'a jamais cru, moi, que ça peut arriver comme ça en quelques courts temps. On résume très rapidement. C'est là qu'il faut l'encourager, c'est là qu'il faut le soutenir. Et c'est pour ça, je dis, Richard, comme tout à l'heure, ça a fait 30 ans que je conteste, je oppose, et pour une fois, je suis là pour encourager, pour soutenir. Les économistes disent, en ouvrant ces ports à l'Éthiopie, l'économie érythréenne va être portée vers le haut, pas l'économie éthiopienne. Rappelons que c'est quand même le deuxième pays le plus peuplé du continent. En ayant les ports de l'Érythrée ouverts, l'Éthiopie réduit sa dépendance vis-à-vis de Djibouti et donc gagne énormément en utilisant les infrastructures d'Érythrée. Les Américains gagnent quoi? Ce que les Américains gagnent... Et je sais qu'ils gagnent beaucoup, mais essayons de réfléchir à ce qu'ils gagnent. Vous avez à Djibouti une base militaire chinoise qui mécontente déjà les Américains. Ils ont envie d'être eux aussi fortement présents dans la mer Rouge. On va dire quoi? Ça sert aussi à ça? Oui, ça peut servir à avoir une base militaire en Érythrée et ensuite surveiller les Yémen en face. Parce que les Américains sont en train de mener une guerre contre ce qu'eux, ils appellent le terrorisme international. Si vous voulez surveiller le Yémen, vous savez, c'est juste en face de l'Érythrée. Donc, il faut déjà être en Érythrée. Et puis, il y a des affaires à développer sur le domaine du tourisme. C'est un pays qui a un très haut potentiel en tourisme. Et les Occidentaux, généralement les Américains, les Canadiens, les Européens, peuvent faire beaucoup de choses par rapport à celui-là. Et puis, réduire un peu la dépendance déjà par rapport à l'Arabie Saoudite, parce qu'ils ont une grande dépendance en matière de pétrole, et puis la sécurité du chenal de la mer Rouge. Il y a une partie qui est à peu près sécurisée, là où se trouve l'Arabie Saoudite, là où se trouve le Yémen, ce n'est pas sécurisé, et là où se trouve l'Érythrée, ce n'est pas sécurisé. Donc si les États-Unis se retrouvaient en Érythrée, je pense que la mer Rouge deviendra pour eux moins dangereux qu'avec un Érythrée. Avec un Érythrée fermé. Et s'il y a un autre enseignement subsidiaire, celui-là, à tirer de cette histoire, c'est que quand les intérêts américains sont en jeu, ils ne parlent plus des droits de l'homme. Ah oui, généralement, lorsque les intérêts américains sont en jeu, ils ne parlent plus des droits de l'homme. Et remarquez, le premier à avoir félicité à haute voix, c'était Paul Kagame. Oui. Pourquoi l'a-t-il fait? Et le président kenyan aussi. Hein. Oui, mais Paul Kagame, il a des visées sur le Kivu. Il pense qu'au bout d'une guerre d'usure, les gens peuvent capituler comme ça, rendre les armes. Ces félicitations étaient... Alors, c'est très impressionnant, c'est très curieux.
Vous avez un pays, je parle de l'Érythrée, qui depuis 25 ans n'a jamais organisé d'élections législatives ni présidentielles. Et les États-Unis, ça ne les gêne pas. Ils disent, bon, ils n'en parlent même plus. Ils disent, bon, le plus important, faites la paix et ouvrez vos frontières. Nous allons faire business. On y va par étapes. Ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, merci à vous d'avoir participé à cette... Je vous laisse le mot de la fin, monsieur Abraham. L'argent est devenu le roi un homme, quoi. Le roi, hein. Ouais. Mais c'est aussi ça, le cynisme des relations internationales. Ouais. Il faut choisir et de la géopolitique. d'argent. Mais s'il y en a un qui se frotte les mains, c'est le PDG d'Ethiopian Airlines. Voilà. Parce qu'il a beaucoup de monde à transporter. Ces pays étaient enclavés. Une fois ouverts, ils vont se faire beaucoup Mais d'argent. aussi hein, le transport maritime aussi. Effectivement. Et évidemment, et c'est d'ailleurs à bord d'Ethiopian Airlines que le Premier Je ministre peux juste rappeler la manif de Trocadéro. Oui, vous aviez prévu une le manifestation de réconciliation. Le 21 juillet, place de la Trocadéro, pour le soutien de ces traités de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, que ça se propage dans le reste de l'Afrique et enfin que notre continent qu'on aime tant, qu'il soit développé, qu'il vienne en paix, de la justice, dans le droit, dans la liberté. Et donc le 21 juillet, à partir de 16h, à place Trocadéro à Pour Paris. une fois qu'on a des bonnes nouvelles. Comme quoi la paix est possible. La paix est toujours On possible. espère tous, oui. On va souhaiter quoi? La même chose au Soudan et au Soudan du Sud? Partout dans le Soudan du Sud. Surtout, la porte il est Congo, ouverte. Zaïre, La partout. porte elle est ouverte. Mais il ne faut pas qu'il ferme. Maintenant, il ne faut pas diviser les Éthiopiens. Mais laisse une zone éthiopienne. C'est ça. Il est en faut train de qu'on travailler fasse là-dessus aussi. Il est en train Éthiopien. de travailler. Mais le Tigré, on ne parle pas. Avec l'Éthiopie, oui. Ça. On reste confiant et optimiste pour l'avenir de votre pays, l'Érythrée. Il faut que vous faites tout ce que vous pouvez. Et tu vas voir, Richard, tu vas voir prochainement, dans si peu de temps, en Érythrée aussi, il va y avoir des changements. Ouais. Et je suis sûr et persuadé. C'est sur cette note positive que prend fin Politicien. On va terminer sur cette note positive. Merci à vous. Merci à vous, Josué. Abraham, je rappelle que vous êtes enseignant, vous êtes ancien combattant de la guerre d'indépendance et vous vous opposez fortement au régime à Asmara. En tout cas, votre appel est attendu ici. Mesfen et Alès, merci à vous également d'avoir participé à cette émission sur la paix que vient de signer votre pays, l'Éthiopie, avec l'Érythrée. Kevin Maïso, merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie toujours d'être nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.